Donc merci pour l'invitation et pour l'accueil. Alors je vais d'abord préciser que l'humour n'est pas du tout mon sujet de recherche, que je travaille sur les mémoires de l'immigration maghrébine sur le web et qu'il s'agit d'une thèse d'histoire et que donc l'enjeu c'est aussi de comprendre comment est-ce qu'on peut considérer le web comme source, sachant qu'il existe des archives du web et que donc je travaille plus sur une histoire de la mémoire et donc sur des choses qui sont pas du tout drôles, du genre le 17 octobre 61 ou la marche de 83. Bon, en tout cas, dans mes sources, c'est pas vraiment revendiqué comme des choses pouvant être l'objet de satire ou d'humour. Donc là, j'ai travaillé sur un corpus de vidéos satiriques spécialement pour cette occasion. Donc ceci étant rappelé, du coup, ça me permet de faire la transition avec ce qui a été dit, l'idée d'un humour sous contrainte. On peut s'imaginer que le web est un espace, surtout depuis le web 2.0 qui a été évoqué depuis 2004, un espace de création peut-être sans contrainte. Donc l'idée de cette petite recherche que j'ai menée, donc dans une perspective de travail sur l'image satirique, hein, depuis ici les travaux sur le dessin de presse, en passant par la satire à la télévision, et puis plus récemment donc des vidéos en ligne, des vidéos satiriques qui pourraient se saisir de cette question de l'arabité. Donc ces sites, pour quels sites j'ai choisi, puisque c'est évidemment immensément, c'est un corpus sans fin. Donc j'ai choisi de me limiter à YouTube et à Dailymotion, qui sont des sites, des applications qu'on peut qualifier de web 2.0, sans rentrer trop dans les détails. L'idée c'est qu'on peut créer soi-même facilement un contenu en ligne, le diffuser, le partager, et un peu comme sur les réseaux sociaux avec du contenu textuel ou image, mais là ici spécifiquement pour la vidéo. Donc aussi parce que YouTube notamment est un site de référence, que c'est le site de recherche vidéo le plus consulté en France, et que je précise aussi d'emblée que puisque l'archive est organisée de façon nationale, je me suis limitée au site francophone et même au site hébergé par YouTube France, et donc aussi par Dailymotion qui est un peu la création, le pendant français de YouTube qui lui est américain. Donc, un travail à partir de ces sites qui sont des sites de partage de vidéos et avec aussi l'idée, donc dans le titre, c'était d'insister sur l'assaut, j'ai mis, du traitement médiatique de l'arabe, donc parce qu'il y a derrière cette relation entre les vidéos en ligne et puis les médias traditionnels, sachant que YouTube, en termes de consultation de vidéos, est passé, mais assez récemment, devant TF1.fr. Donc là aussi, sur les contenus en ligne, je le dis aussi d'emblée par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment autour de Dieudonné, il y a aussi des enjeux très forts de hiérarchie par la visibilité. C'est-à-dire que tous les contenus, certes, sont diffusés sur le même pied d'égalité, mais sauf qu'après, dans les moteurs de recherche, dans l'accès à l'information, il y a des contenus qui sont très, très visibles et d'autres qui restent à la marge et qui le sont beaucoup moins. Donc, dans ces relations entre les vidéos en ligne et le traitement médiatique de l'arabe, en fait, à plusieurs égards, ces vidéos en ligne s'attaquent en quelque sorte aux médias traditionnels. D'abord parce on peut imaginer une concurrence entre ces petites vidéos produites en ligne et puis les productions dans le cadre des médias traditionnels, en arguant qu'en ligne, on peut trouver des contenus originaux et donc peut-être moins formatés, mais aussi parce que bien sûr les médias traditionnels ont investi la toile, ont investi le web et produisent elles aussi des contenus, et que donc peut se poser sur le web la question de qui publie ces vidéos et peut-être la possibilité avec Internet de se réapproprier sa propre image. Donc l'enjeu c'est aussi de se demander est-ce qu'il y a des jeunes qui se considèrent comme arabes ou qui peuvent être perçus comme tels, est-ce qu'il y a des jeunes maghrébins qui publient des vidéos sur ces sujets-là par exemple. Les conditions de production, bien sûr, ne sont pas du tout les mêmes. Je l'ai rappelé, peut-être une plus grande liberté dans la production des contenus en ligne. De plus, pourquoi à l'assaut du traitement visuel, du traitement médiatique de l'arabe? C'est aussi parce que de façon générale, dans les médias en ligne, il y a une critique de la télévision notamment, mais aussi des médias traditionnels en général, avec l'idée que ces médias sont soumis à des lobbies, alors que les médias du web seraient libres. Donc c'est aussi dans cette logique-là que s'est construite ma démarche. Donc la question, c'est un peu de s'interroger sur la façon dont les vidéos satiriques rendre tel compte d'un discours sur les représentations de l'arabe et finalement avec quels enjeux. Donc c'est une petite enquête que j'ai menée. Donc je reviens très rapidement sur la méthodologie. Alors, il s'agit donc d'abord, dans une perspective historique, de considérer YouTube et Dailymotion comme des sources pour l'historien.
Donc cela est essentiellement rendu possible par le fait qu'il existe une archive, ce qui en histoire est un peu l'opération essentielle en termes de méthodologie. Donc comment est-ce que j'ai effectué ma recherche, parce que ça conditionne quand même les résultats. Donc rapidement, pour d'abord identifier ces vidéos humoristiques. Et pour moi, l'idée, c'était pas d'aller retrouver les extraits de films, les extraits de clips, les extraits de sketchs, de pièces de théâtre qui inondent bien sûr YouTube et qui sont largement commentés et diffusés, mais d'aller plutôt créer des contenus qui sont soit produits directement pour le web avec une spécificité, soit qui ont une visibilité qui se réduit un peu au web. Donc je suis déjà sur un peu la marge finalement du web. Donc déjà que le web est assez marginal, je suis vraiment à la marge de la marge là pour le coup. Donc pour effectuer cette recherche, elle s'est effectuée entre le dépôt légal du web, c'est-à-dire les vidéos qui étaient archivées au dépôt légal, et en même temps une recherche sur ce qu'on appelle le web vivant, en gros sur les moteurs de recherche tels que Google, avec des restrictions diachroniques, c'est-à-dire en limitant l'année par exemple, pour essayer de cerner des évolutions. Donc du coup, tout ça s'est mené avec une réflexion évidemment sur les mots-clés qui étaient recensés, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Tout ça pour aboutir à une cinquantaine de... j'ai tellement l'habitude de classer des sites que je vois que j'ai mis classement des sites. Non, en fait, c'est des vidéos. Donc tout ça pour aboutir à une cinquantaine de vidéos ici répertoriées. Et là, je vous ai mis un extrait du tableau avec des données que j'ai pu recueillir pour chaque vidéo, le titre, le nombre de vues, l'auteur et la durée du contenu, puis la date de mise en ligne. Et il y en a d'autres sur le côté, mais qui là, ici, n'apparaissent pas. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'atteindre l'exhaustivité et de se dire que ça y est, j'ai recensé toutes les vidéos possibles et inimaginables qui traitent du sujet de l'humour autour des Arabes. L'idée, c'était plutôt, au bout d'un moment, d'identifier des thèmes ou des façons, des formats peut-être qui revenaient et de se dire, bon, bah voilà, ça, ce que je vois là de nouveau, j'ai déjà vu le même type de format, je le note, mais je passe à autre chose. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la logique de saturation des données, c'est-à-dire qu'un sujet revient de façon récurrente, on le note comme thème, mais on arrête aussi la recherche, parce qu'il faut bien à un moment donné fixer une limite. Donc les présupposés, en fait, plus que des hypothèses d'ailleurs que j'avais, c'était l'idée que peut-être, puisque aussi YouTube est pris en charge par un certain nombre de jeunes, peut-être que la question des discriminations allait revenir comme un thème récurrent. Peut-être également que j'allais rencontrer des discours qui peuvent être très radicaux, puisque le web est aussi connu pour héberger des discours les plus radicaux, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Et aussi, bien sûr, la question des références, notamment le film La haine, Jamel Debbouze, tout ça, finalement, je me disais, par quoi les personnes qui créent ces contenus sont-ils influencées? Et donc, avec comme enjeu en perspective, est-ce qu'il y a une production autonome de vidéos humoristiques, un format qui serait propre au web, ou est-ce que finalement, c'est juste des copies ou des parodies peut-être de ce qu'on peut retrouver à la télévision ou au cinéma? Et donc, avec la question des acteurs qui sont à l'origine de ces contenus, et donc aussi la question de la réappropriation de sa propre image, peut-être pour les Arabes, entre guillemets, ou les personnes qui peuvent être perçues comme telles. Donc en fait, ah oui, point important, je n'ai pas voulu identifier de prime abord l'auteur de la vidéo comme étant un maghrébin ou pas, un arabe ou pas, un musulman ou pas. En fait, j'ai pris par ce qu'il y avait dans la vidéo et ensuite j'ai regardé pour l'analyse, mais j'ai bien sûr intégré des contenus, peu importe la personne qui générait la vidéo, ce qui m'intéressait, c'était le thème et la façon dont elle le traitait. Donc à l'issue de cette petite enquête, j'ai réussi à dégager 3 tendances. Donc depuis 2007 jusqu'à même 2014, on peut dire, allez, et qui montre à la fois petit à petit un processus de réappropriation, effectivement, qui est rendu visible, mais qui est peut-être pas spécifique au web, et en même temps la naissance d'un format audiovisuel qu'on peut qualifier d'autonome et qui est propre au site de partage de vidéos. Donc la première phase, c'est-à-dire que si on va en gros sur YouTube entre 2007 et 2010 et qu'on cherche, notamment dans l'archive, des contenus humoristiques qui sont liés à la question de l'arabité, on tombe sur ce type de vidéo. Donc de quoi s'agit-il? En fait, j'ai mis le monde du cinéma et du spectacle rencontre l'Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, les auteurs de ces contenus, les créateurs de ces contenus, déjà ont produit ces films avant la création de Dailymotion, avant 2005, et qu'en fait, les vidéos sont mises en ligne plus pour rendre compte du travail qui a été fait
que forcément pour faire un... bien sûr, il y a la volonté de rendre visible, mais c'est pas créé pour le web, c'est ça que je veux dire. C'est la plupart... donc par exemple, le premier, ils viennent du cinéma et de la production cinématographique, donc Kim Chapiron qui est réalisateur. Et ces vidéos ont été tournées entre 95 et 97. Et je vous présente des courts extraits à chaque fois. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est moi, quand il dit, hein? Bon, ça l'est, mais c'est vraiment une grosse dingue que j'aime le mot grosse dingue, la grosse dingue, bah oui, alors, c'est vraiment super, c'est une chaîne, c'est incroyable, c'est une petite recette. Oh non, pas encore lui. Donc voilà, ici c'est Courtrage Mes Productions. On reconnaît Mathieu Kassovitz. Donc en fait, il s'agit, Kim Chapiron aussi, il est aussi proche de Romain Gavras, donc d'un milieu plutôt cinéaste qui se saisit en fait du film de banlieue et qui produit des courts, en quelque sorte, oui, une série, des courts-métrages qui reprennent tous les clichés du jeune de banlieue. Kim Chapiron aussi réalise plusieurs séquences qui sont particulièrement violentes. Donc, en quelque sorte, l'univers des représentations du jeune de banlieue qui sont poussées à l'extrême, exacerbées, poussées aussi à l'absurde, parce que le scénario est très compliqué et très difficile à suivre. Donc, un peu un ovni qu'on pourrait difficilement diffuser à la télévision, ou même au cinéma, et qui se retrouve ainsi propulsé en ligne et qui arrive à atteindre une certaine visibilité. Il en est de même, sauf qu'ici, il s'agit d'une web-série, mais c'est aussi des réalisateurs et un informaticien, il me semble, qui sont issus de banlieue parisienne et qui ont créé une web-série qui s'appelle Karaté Kaira. Donc là aussi, reprise des codes du jeune de banlieue, qui est un jeune d'origine algérienne, donc qui incarne l'arabe et qui est vêtu du survêt de peut-être l'équipe de foot algérienne, j'imagine. Donc là aussi, un court extrait qui rend compte qui est un extrait de la web-série qui concerne l'entretien d'embauche. Alors au suivant, Monsieur Zerkoulou. Oh là là. Mouloud, suis-moi. Vous avez pensé à apporter un CV? Si. Voilà, là t'as vu. Enfin, vous avez vu quoi. Ouais, j'ai vu. Alors, du 10 au 12 avril, vous avez été filmeur chez Filmtech. Du 2 au 2, c'est pas trop, midi soir, vous avez été cercleur chez Tech Cercle. Ensuite, du 5 au 8 juin, ah quand même, 3 jours. Le perf. Vous avez été manute chez... Bon, monsieur, vous savez que vous postulez à un poste de technico-commercial confirmé en microbiologie thermoastrale nucléaire. En thermo quoi? Il me semble que je parle français, c'est écrit dans l'annonce. Vous postulez à un poste de technico-commercial confirmé en microbiologie thermo-astrale nucléaire. En techno quoi? Ouais, écoutez, j'ai pas de temps à perdre avec vous. En plus, vous avez fait aucun effort sur la tenue vestimentaire. Comment ça là On n'est pas aux 350 000, monsieur Mouloud. Si t'arrives là, tu veux que je te mette une patte pas ou quoi? Eh ben, j'aimerais bien voir ça. L'univers banlieue avec les clichés poussés à l'extrême, et puis l'univers geek en quelque sorte avec des références aux jeux vidéo. Donc ça aussi, c'est produit autour des années 2007-2008. Et en fait, la cellule autonome, après, se spécialise dans des clips de rap et puis un court-métrage qui est à Cannes en 2009. Et puis après, j'ai un petit peu perdu leur trace, mais aujourd'hui, ils sont plutôt spécialisés dans la production de clips de rap. Ensuite, donc au départ, pareil, à part cette web-série, ils ne sont pas vraiment spécialisés dans le web. Bonjour, vous livrer une orientale, le film Prince of Persia adapté du célèbre jeu vidéo Mario.
Non, Prince of Persia. Prince of Persia. Il vient de sortir. Ouais. Et c'est l'histoire d'un jeune arabe qui habite. Eh ben, à Barbès, comme tous les Arabes. Voilà, et il est dans les histoires de. Bah, de Burqa. Parce que la burqa, pour qui? Bah, Bourki. Bon, pour toi. Burki. Et lui, c'est pas un arabe qui tue les gens avec son couteau, parce que son couteau, pour une fois, il s'en sert Pour tartiner des rebeux. Enfin, du beurre. Du beurre. Du beurre. Salam alaikum. John Rachid. Salam alaikum. Je vous entends dire beaucoup de choses. Attention aux amalgames. Hein. J'entends parler des beurres, des burkas, des Saddam Hussein, des Barbès. Attention, vous connaissez la règle sur l'internet. Oui. Quand vous parlez oriental, maghreb, bougnoul, ça doit passer par moi. C'est la règle de l'internet. Alors, Prince of Persia, gros événement pour ma communauté, car pas moins de 17 ans après Aladdin, c'est le retour des Arabes chez Walt Disney, chez les Américains. Aladdin, qu'est-ce que c'était? C'était un jeune des rues qui volait du pain pour épouser une princesse et après des esbroufailles, il est devenu prince, etc. Tu la connais, nous, chez nous, on ne la fait pas. Oui, mais alors, revenons-en à Prince of Persia puisque tu es un spécialiste. C'est un jeu vidéo d'époque transposé ici à l'écran. Hein, et événement, parce que pour une fois, le héros, ce n'est pas un voleur. Ça va nous changer. Alors, qu'est-ce qu'il fait le héros, ce prince? Il va sauver une princesse à l'aide d'une bague magique. Une émission en ligne, mais sur un site de commentaires dédié au cinéma. Et en fait, donc on reconnaît derrière Kevin Razi, qui est humoriste et qui après a fait des apparitions à la télévision et qui aujourd'hui rencontre un succès aussi en salle. Et donc au départ, il s'agit de traiter, de présenter différents films. Et donc ici, mais finalement ici, le cinéma est déjà un prétexte pour ces deux humoristes qui créent leur petit univers à eux. Et donc ici, à partir du cinéma, création à chaque fois de petits sketchs. Et donc le prétexte ici, c'est Prince of Persia. Et Prince of Persia, qui est l'occasion de faire apparaître ce que moi je peux qualifier, en tout cas à l'échelle de YouTube, de précurseur, puisque c'est le personnage de John Rachid, dont je vais reparler par la suite, qui est un jeune Lyonnais, qui est Mohamed Ketfi. Et donc en fait, qui au même moment, donc en 2010, cartonne en ligne avec une série qui s'appelle Dallas du Bled. Donc je me rends compte que c'est un peu avant la sortie du film aussi, sur Derrick et Ramsey, sur Halal Police d'État ou quelque chose comme ça. Donc un peu dans cette veine-là, qui reprend des contenus en les mixant à la sauce avec tous les clichés en fait maghrébins. Donc ici, pour cette première phase, ce qu'on peut constater, c'est que les auteurs de ces contenus sont issus de la production audiovisuelle, cinématographique ou du monde du spectacle, que dans leur grande majorité, il ne s'agit pas de personnes pouvant être perçues comme maghrébins, qu'ils ont des projets qui ne concernent pas spécifiquement le web, que la forme aussi, la façon dont les contenus sont mis en scène est très cinématographique. On est plus sur des formats de courts-métrages, voire de télévision, et que ici, le web s'inscrit dans la continuité de ces contenus-là et aussi dans les références avec ce cinéma de banlieue et avec l'originalité, en revanche, pour la cellule autonome de ces sources d'inspiration issues du jeu vidéo. Donc, ce qui fait un peu la transition, c'est le travail de John Rachid ici, qui inaugure une seconde phase, en quelque sorte. Donc, en 2010-2011, émergent des vidéos satiriques qu'on pourrait qualifier de faits maison. Alors, là aussi, je vais évoquer des humoristes ou des web-humoristes, en quelque sorte, dont on a déjà parlé. Donc, durant cette seconde phase, on a, par exemple, cette vidéo de Nabil. Moi, je suis un musulman intégriste et fanatique. Je suis méchant. Je suis très méchant. Donc en fait, ici, Nabil, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est un humoriste, qui est une comédie, qui revendique en fait une forme d'humour halal, entre guillemets. En tout cas, c'est présenté comme ça sur pas mal de sites musulmans. Et en fait, là, il intervient dans cette vidéo qui est liée, qui est associée au site ouma.com. Et donc la vidéo est beaucoup plus longue et elle dénonce le traitement médiatique de l'islam et des musulmans en disant qu'on ne traite jamais du musulman lambda et qu'on se concentre sur l'intégriste, le terroriste, pour un peu faire peur dans les chaumières et que c'est un peu utilisé comme épouvantail politique. Donc ici, il y a de la part de l'auteur déjà dans son travail d'humoriste mais aussi en ligne, un combat, un engagement contre l'islamophobie, une sorte de lutte pour la reconnaissance des droits des musulmans en France. Donc, autre exemple dans la même lignée, mais il s'agit d'une femme, et comme j'en ai pas trouvé beaucoup, j'ai tenu à vous la présenter ici. Il s'agit de Samia Orosman, qui a grandi à Clichy-sous-Bois en banlieue parisienne, et qui donc, elle aussi est humoriste, elle vient du monde du spectacle, et elle a créé une série de sketchs en ligne, donc ici, qui s'appelle Ni pull, ni chemise. Et donc, je vous montre un extrait.
pas de souci. Non, mais bon, moi je lui ai dit que de toute façon, il fallait pas qu'il compte sur moi. Hein. Mais moi, je travaille ici, c'est que je suis super occupée, j'ai pas que ça à faire. Oui, entrez, installez-vous. Oui, oui, c'est mon rendez-vous de 15h20. Ah, bah, tu sais, nous, sauver le monde, c'est un peu notre dada. Hein. Bon, allez, je te laisse. Je te laisse, oui, oui, j'ai un gros problème. Ciao. Oui, je te rappelle après. Bon. Bonjour, madame, je suppose. Ok. Bonjour. Bon, déjà, pour des questions un peu de logistique, je vous demanderai de retirer votre burqa. Et puis, de toute manière, on est en France, ici, on respecte les lois. Ah, parce que vous l'avez retiré? Non, non, retirez-le complètement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suppose que vous ne retirez pas plus, hein? Ce qui m'étonne guère. Bon. La loi m'oblige donc à vous lire vos droits. Comme annoncé lors de votre procès verbal, la loi interdit en France depuis le 11 avril 2011 la sortie en visage couvert et le port de burqa, qui vous expose donc à une amende de 150 €, plus un stage au sein d'une association de défense des droits de la femme. Bon, je vais arrêter là par des... vous aurez tous les liens si vous voulez voir la suite. Donc en fait, Samia Orosman est dans la même lignée que Nabil. En fait, il y a, et ils sont aussi relayés par des sites musulmans, donc comme Ouma.com, comme aussi par les portails communautaires, par Safir News aussi. Et en fait, ils s'inscrivent dans une forme d'engagement qui semble découler, après sans pouvoir vraiment identifier s'il y a un lien concret ou si c'est conscient ou pas, mais en tout cas qui découle des positionnements liés notamment à l'interdiction de la loi des signes ostensibles à l'école en 2004, et après ensuite aussi en 2011 avec l'interdiction du voile intégral dans la rue. Et donc il y a ces sites-là que moi j'avais identifiés dans mon travail sur la construction des mémoires, ces revendications religieuses en fait, et en opposition très forte, et notamment qui a été une césure importante dans le monde associatif autour de cette loi de 2004, avec ceux qui pensaient que c'était une bonne loi et ceux qui étaient contre. Et donc on est plutôt là sur la lignée de ceux qui s'opposaient à cette loi de 2004. Et donc, ils sont sur le terrain des revendications des droits religieux. Donc, dernier extrait dans cette période, John Rachid, avec l'influence de Brest. Chouf, j'étais chez moi et j'avais faim. Je voulais me faire une omelette, mais j'avais pas d'œufs. J'ai pris ce que j'avais sous la main, c'était presque des œufs. C'était gluant, ça ressemblait à du slime. J'ai allumé le feu, j'ai mis dans mon assiette, je suis allé devant la télé et j'ai vu ça. J'ai regardé mes œufs, ils ont moussé. J'ai flippé, je voulais quitter le pays. Je suis allé en panique sur un site de voyage en ligne. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. J'ai pris un voyage au pif. Voilà, je pars vivre à Cluj, en Roumanie. Puis j'ai réfléchi et j'ai jeté mes sacs. Je me suis rassis, j'ai rallumé la télé, il y avait un reportage sur les banlieues. La France a vécu au rythme des voitures brûlées, des commerces saccagés, des écoles, des gymnases et des entreprises incendiées. J'ai eu peur, je me suis rappelé que les élections approchaient et que j'habitais moi-même en banlieue. J'ai eu moins peur. Je suis quand même descendu en bas de chez moi pour vérifier. C'était calme, paisible. Il y avait une dame qui me promenait son chien moche et des potes à moi posés sur un banc. La nouvelle mode quand t'es branché, c'est de les appeler les wesh. J'ai jamais compris pourquoi. J'aurais dit bonjour. Wesh. 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 J'ai compris pourquoi. Et je trouvais ça insultant. J'ai décidé de faire la même chose. Genre. Oh, genre. Voilà, j'avais les gens d'un côté et les wesh de l'autre. Je trouvais ça complètement débile. Puis j'ai réfléchi. Voilà, donc bon, je vous passe la suite, parce qu'il y a des choses en fait aussi très potaches. C'est vraiment un espace d'expression de la culture populaire, donc il y a des choses qui sont très grossières et très vulgaires, etc., que je vous laisse après aller regarder par vous-même. Donc en fait, John Rachid, pour le présenter rapidement, Mohamed Kefti, je l'ai dit, est né à Lyon. Et donc en fait, il s'est fait connaître en ligne en 2007, non pas en traitant de ces questions de l'immigration, de l'arabité ou de la religion. Il s'est fait connaître parce qu'il a fait une vidéo qui s'appelle La tectonique au commencement et qui a obtenu de nombreuses vues, qui a fait un buzz. Et en fait, à partir de là, il a continué à mettre en ligne ses vidéos. Il a pu tourner dans un film et aujourd'hui, il a des projets de comédie, etc. Donc en fait, ce qu'on constate sur cette phase, c'est qu'on a des productions qui focalisent beaucoup sur le traitement de la télévision notamment, et qui dénoncent le traitement médiatique et les raccourcis qui sont faits notamment dans les reportages télévisés autour de ce traitement de l'islam et de la banlieue. Et cette idée-là, mais aussi toujours, en lien avec, notamment pour Nabil et pour Samia Orosman, en lien avec
une nébuleuse en ligne, enfin nébuleuse, c'est pas forcément négatif, mais un réseau en ligne en tout cas de sites communautaires et de sites religieux également. Donc, disons que ces vidéos, elles s'insèrent dans quelque chose de plus large. C'est notamment le cas ici avec Ouma TV et qu'on voit bien que qu'il y a une association avec les rédacteurs en chef de ce site, au point que le sketch de Nabil est écrit par Saïd Branine, qui est le rédacteur en chef d'Ouma TV. Donc, un investissement collectif. J'en arrive à ma troisième partie avant de passer à la conclusion. Donc ici, 2012-2014, la domination des podcasteurs. Donc qu'est-ce que c'est qu'un podcasteur? C'est, pour exagérer, c'est un adolescent qui publie des vidéos sur YouTube en se filmant dans sa chambre, pour aller vite. Donc le modèle, c'est Norman Tavo. Norman fait des vidéos, peut-être que ça vous parle. Donc Norman Tavo qui s'est fait connaître dès 2009, qui est qualifié de web humoriste, qui se filme dans sa chambre et qui raconte son quotidien. Donc il ne s'agit plus ici de s'insérer dans des dynamiques collectives, mais de faire un récit de soi véritablement, de raconter son quotidien. Et il se trouve que parmi ces podcasteurs, on a des jeunes qui se saisissent et qui dénoncent le racisme ordinaire. Donc pour accélérer, je vais vous en montrer qu'un seul, qui est Amine, qui nous parle de 5 clichés sur les Arabes. Yo, salam alaikum à tous, comme on dit dans le jargon. Comme vous pouvez le constater, je suis de souche arabesque. Et oui, dont le titre de la vidéo, 5 clichés sur les Arabes. Cliché numéro 1. Vous croyez vraiment que les personnes d'origine arabe, ou autrement dit, je cite, bougnoul, couscous, tagine, merguez, ont l'instinct du vol, comme un lion qui pourrait chasser la grenouille? Enfin, je voulais dire une brebis. Ouais, c'est plus crédible. Vas-y, je reviens. Oh, je vais aux toilettes. Vas-y, hein. Je passe les 5 clichés qui sont du même ordre. Donc on voit bien ici qu'on prend les clichés de front finalement pour mieux se les réapproprier, se les détourner. Et on voit ici que le dispositif n'est plus du tout le même. On est vraiment dans une mise en scène de l'intime. Et Amine, il a tout un tas de vidéos où il parle aussi, comme Norman, de les filles, le collège, le lycée, les réseaux sociaux, etc. Et que dans son quotidien, il se trouve qu'il y a cette question des représentations et des clichés, mais pas seulement. Toujours dans cette logique des podcasteurs, on trouve aussi de nombreuses parodies. Donc il y en a déjà avant, mais là le nombre se démultiplie. Donc c'est vraiment le détournement de vidéos, d'images télévisées notamment sur YouTube. C'est vraiment un genre qui est largement diffusé. Et donc on détourne, on prend les images de la télévision pour montrer la manipulation des images finalement, notamment dans le traitement de la banlieue ou de l'immigration maghrébine. Donc ici un très court extrait. C'est ça, voilà, allez, ghetto, voilà. On veut faire exploser la tour Eiffel, c'est ça, vas-y. C'est super, j'adore ça. Et moi, ça m'étonnerait pas que ce soit à cause de ces émissions-là que FN grimpe. Ah bah ouais, on montre une image horrible sur les villes et leurs banlieues. Du coup, les petits vieux de la campagne, quand ils regardent ça, ils ont peur. Et ils votent extrême droite. Enquête exclusive sur la banlieue parisienne, ou plutôt la zone des risques et des morts. Le lieu où l'on égorge un maximum de gens. Alors que chez eux, il n'y a pas d'arabes et de noirs. Hein. Ah vas-y, il y a toujours Rachid. Ah mais lui c'est un bon arabe. Ah oui, il est gentil. Non, parce que quand il y en a un, ça va. Hein. C'est quand il y en a plusieurs que ça commence à sentir le tagine. Allez Rachid, tu termines la pelouse. Allez, du nerf. On n'est pas à la chicha ici. Hein. Ces émissions, pour pas donner l'impression de cataloguer une communauté, ils ont une petite technique qui se passe dans la voix off. Bon là je te jure c'est pas vrai, je marchais dans la rue avec mes frères. Afin de préserver l'anonymat du délinquant, nous l'appellerons Gilbert. Genre il s'appelle Gilbert. Enfin bref. Voilà, donc ici on voit aussi l'hybridité des dispositifs qui sont des patchwork, des images télévision, du podcasteur qui est dans sa chambre, on rajoute du texte. Donc un format qui est assez hybride et qui condense aussi toute cette dénonciation, à la fois la parodie, mais aussi, on l'a vu aussi tout à l'heure dans le reportage précédent, cette image de cette inspiration que reste Jamel Debbouze avec la façon de parler ou pas. Donc là, j'ai pas besoin du son parce que je vous montre juste rapidement. Mon grand-père, tu veux connaître leurs ruses, leurs pratiques, leurs techniques, alors tu vas les connaître. Mais accroche-toi, car tu vas découvrir un univers incroyable, fait d'armes à feu, automatiques et semi-automatiques, de terrorisme, de voitures de luxe et d'argent sale. Accroche-toi, révélation. Une maison
maison de maître de plus de 880 mètres carrés. C'est ici que vit Rachid Mohamed Abdelkrim Laden avec ses 4 femmes et ses nombreux enfants. Là, je vis pas tout seul, là, je vis avec mes 4 femmes et mes 23 enfants. Alors bon, ça fait quand même beaucoup de monde, mais il y a un système, parce que par exemple, ben, j'ai les allocations familiales pour les enfants, et puis sur mes 4 femmes, j'en ai quand même... Donc pour conclure, sur finalement cet espace d'expression de la culture populaire, et aussi sur l'engagement quelque part, et sur la relation avec le débat démocratique, et sur ce qu'on peut extraire finalement de ces vidéos. Donc d'abord, elles sont un espace d'expression du ressentiment et de l'injustice. Il y a une dénonciation des discriminations, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Il y a un refus presque, il y a un rejet de la notion d'intégration, de cette assignation. Et il y a souvent ce qui revient, c'est mais j'ai pas besoin qu'on me dise d'être comme ci ou comme ça pour être français, je suis français, je me sens français. Et l'islamophobie catalyse un peu tous ces enjeux, parce que c'est vraiment un sujet, là aussi, un fil conducteur. Autre élément, c'est sur les nouvelles formes de participation et d'engagement. Donc on n'est plus du tout avec l'élargissement de l'espace public, donc je renvoie ici aux travaux de Dominique Cardon, et notamment avec la crise de représentation politique et des intermédiaires, on est dans une relation directe. En fait, on s'engage directement, surtout avec la dernière phase, on s'engage en son nom, et non pas au nom d'une association ou d'un groupe, et encore moins d'un parti largement discrédité. On s'engage en son nom, et on participe au débat à sa façon parce qu'on est touché personnellement. Donc il y a une individuation en quelque sorte de l'engagement et de l'implication dans le débat et dans la société civile. Donc des cibles par contre qui sont privilégiées, et notamment du coup une implication politique. La satire a toujours un contenu politique. Ce sont les journalistes du magazine d'information, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Brice Hortefeux, on a entendu tout à l'heure un tacle qui lui était destiné, c'est Éric Zemmour, et c'est aussi l'extrême droite. Donc il y a quand même si ce n'est pas forcément évidemment conscient, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un engagement contre un certain nombre d'idées qui gênent les internautes. Et il y a aussi un engagement contre, il y a une dénonciation très forte des intermédiaires que sont notamment les journalistes et les politiques. Dernier élément, et je m'arrêterai ici. Donc il y a aussi une question qui me semble intéressante, c'est le récit de soi dans le cyberspace, puisque là je vous montre des images qui sont décontextualisées et qui donc sont extraites de la page YouTube parce que je les ai téléchargées légalement. Et donc en fait elles sont extraites de YouTube, mais on ne voit pas le contexte de diffusion. Donc ça pose problème parce qu'en fait, certes, il y a une individuation. Donc j'ai mis ici, on se présente et on énonce ses idées au nom de sa propre personnalité. Et en fait, on veut être reconnu à chaque fois à la fin pour les podcasteurs. Il y a marqué « liker la vidéo »,« aller sur les réseaux sociaux »,« parler de moi », etc. Et donc cette posture-là du podcasteur, elle a aussi ses limites parce que dans le contexte de YouTube, par exemple, il y a des suggestions qui sont assez hasardeuses, c'est-à-dire que évidemment, ça marche par mots-clés. Donc celui qui dénonce le racisme, sur le côté, il y a Alain Soral, Dieudonné, etc. Et donc, voilà, c'est une incitation pour l'internaute à aller cliquer vers les propos les plus extrêmes. Ensuite, la deuxième limite, c'est la question de l'assignation, c'est-à-dire que John Rachid, par exemple, qui s'est fait connaître par ces vidéos-là marquées en quelque sorte identitaires, il a du mal après, et il explique, à se défaire de cette assignation communautaire en quelque sorte, d'être l'arabe du web, l'arabe des vidéos du web, etc. Donc c'est aussi, et c'est aussi pour les podcasteurs qui sont plus jeunes, ils ont beaucoup plus conscience de ça, et donc ils en parlent parfois, mais ils font vraiment attention à ne pas en faire un sujet récurrent, et surtout ils rejettent la posture victimaire. Ça aussi c'était assez intéressant par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur des sites statiques et sur des sites d'organisations associatives ou politiques. Enfin, l'autre limite, c'est d'abord la visibilité, c'est que ces vidéos-là, au final, elles sont très peu vues, et que par rapport aux bandes annonces de ces films qu'on a pu voir, ou même de la Zoubida, elles ont une visibilité qui est bien moindre. Donc certes, ça montre une nouvelle forme d'engagement, mais qui doit être relativisée. Et enfin, ultime remarque, c'est qu'il y a aussi la question de l'engagement en ligne. Certes, je me positionne en ligne contre l'extrême droite, mais qu'en est-il de l'engagement hors ligne? Je vous remercie, je suis désolée d'avoir duré aussi longtemps.